Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Hier, le 26 septembre 2020, j'ai fait une vidéo qui présente le côté pratique de l'encyclopédie holistique des oiseaux que je publie à l'occasion de la 1000e espèce de fiche quotidienne. Vous êtes peut-être resté sur votre faim. Et effectivement, la fin de la vidéo est un peu brutale et en plus, une petite maladresse technique de ma part, les suggestions de vidéos suivantes arrive avant mon écran de fin qui explique qu'il y a une suite. Donc peut-être que c'était pas très clair. En fait, la vidéo complète aurait fait environ 50 minutes. Et j'étais en train de la terminer à 23 heures. Je voulais absolument la publier pour le 26. Et j'ai fait une fausse opération, j'ai perdu une partie de mon travail et j'aurais pas réussi à tout finir. Donc j'ai décidé de la faire en 2 parties et puis finalement en 3. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je sais bien que vous préférez des vidéos de 15 minutes que des vidéos de 30 ou de 40 minutes. Voilà, donc je vais reprendre ce que j'ai dit hier et puis à la fin de la vidéo, je compléterai parce que évidemment, avec vos premières réactions sur la vidéo précédente, j'ai déjà des idées de petits éléments à rajouter. Il y a donc beaucoup de questions qui se posent autour de mon projet. Et pour y répondre, je vais partir de la paruline à gorge orangée, l'espèce que je publie à ce jour, le 26 septembre 2020, le jour 1000, donc c'est la 1000e espèce dans la liste. Même si malheureusement, il y a quelques espèces de 2018 dont les pages ne sont pas complètes, mais le fait qu'elles ne soient pas complètes est en lien avec un des éléments que je voudrais vous expliquer. Si j'ai choisi cette paruline et de commencer la famille des parulines aujourd'hui et en rajouter dans les jours qui vont venir, c'est qu'il s'est passé quelque chose de spécial avec ces oiseaux. Bon, c'est des oiseaux d'abord que j'ai toujours rêvé de voir avant de mettre le pied sur le continent américain. Et puis quand je les ai vus, j'ai pas été déçu, ce sont des oiseaux vraiment formidables, au niveau de leur plumage, au niveau de leur voix, c'est passionnant. Bon, vous allez dire, c'est pas les seuls oiseaux passionnants, certes. Mais en 2008, il s'est passé quelque chose de particulier, ou en tout cas que j'ai vécu de façon particulière. Comme diraient certains, ce ne sont pas les événements qui comptent, c'est la manière dont on les vit. Alors c'est vrai que ce que je vais vous raconter peut paraître très superficiel, mais moi je l'ai vécu de façon très forte. J'étais précisément à la réserve de la Pointe Pélée, en Ontario, c'est la pointe sud du Canada en fait, où se concentrent les oiseaux migrateurs. Je voulais voir en particulier les parulines, puisque au mois de mai, c'était en mai 2008, il y a une concentration remarquable de parulines, une des meilleures au monde. Donc j'y étais, et j'étais dans des conditions très confortables, plus que d'habitude, puisque j'avais loué un véhicule, j'avais une chambre qui était tout près de la réserve, j'avais aucun effort physique à faire. Je voulais faire un petit nettoyage de mon corps, et j'ai fait un jeûne de 7 jours, ce que je n'avais jamais fait, et que je n'ai plus jamais réussi à faire d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce dont je vous parle? Mais j'en sais rien. Peut-être. Peut-être, mais j'ai commencé le jeûne de lundi matin, et jusqu'au vendredi, j'ai rien de particulier à raconter. J'ai pris des jolies photos de jazzeurs, j'ai pris des jolies photos de différents autres passereaux, mais les parulines, il n'y en avait pas tellement. Ce n'est que le vendredi qu'il y a eu un arrivage de parulines. Mais le vendredi était un jour qui avait bien commencé. La nuit avait été claire, c'est pour ça qu'il y a eu un arrivage. Les parulines migrent de nuit, partent en clair, mais la journée s'est rapidement couverte et les conditions étaient mauvaises pour les photos. Et j'ai vu tout autour de moi les gens qui avaient du bien meilleur matériel. Moi j'étais avec déjà un petit bridge Sony, comme presque toujours dans ma carrière de photographe, j'utilise des bridges. Et j'avais autour de moi des ornithologues avec des 500 mm, des 400 mm très lumineux. Et ils étaient tous déçus de leurs photos parce que la lumière ne permettait pas de faire de vrais beaux clichés. Mais bon, la motivation des ornithologues, j'étais sur un petit pont en bois avec d'autres observateurs, là où étaient concentrées les parulines, le long d'une rivière. Et on a attendu toute la journée des opportunités, on a observé des espèces intéressantes comme la paruline azurée. Donc c'était passionnant. Mais vu qu'on était beaucoup, il a fallu rester debout toute la journée, c'était fatigant, et tout ça pour très peu de photos. À 6h30, je me suis retrouvé tout seul sur le petit pont. Et pour cause, j'étais certainement le seul à jeûner, et à cette heure-là, tout le monde est parti pour le dîner.
Je me suis retrouvé seul avec les parulines et je me suis assis sur le pont. Et très rapidement, les parulines, qui sont des petits oiseaux nerveux et parfois difficiles à voir, pour les Européens qui ne connaissent pas bien ces oiseaux, c'est un peu comme des pouillots, en comportement, des petites fauvettes. Et là, elles se sont vraiment rapprochées de moi, elles se sont même posées sur le pont en bois, ce qui était tout à fait inattendu. Mais tout ça quand je ne prenais pas de photos. Et dès que je prenais mon appareil photo, qui n'est pourtant pas gros, qui n'est pas en téléobjectif impressionnant, elles ne se rapprochaient plus. J'ai essayé à 4 reprises de mettre mon appareil photo près de mon visage pour être prêt à déclencher. Tout doucement, discrètement, j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, rien n'y fait. Et dès que je déposais l'appareil photo sur mes genoux, elle se rapprochait. Mais évidemment, si je reprenais l'appareil photo, elle repartait de nouveau. Évidemment, on peut attribuer ça au hasard, la malchance, ou à autre chose. J'ai eu l'impression que c'était autre chose, et dans ma tête, c'est peut-être simplement ça, on a peut-être des pensées bizarres quand on ne se nourrit pas suffisamment, eh bien je me suis dit qu'elle le faisait exprès, qu'elle ne voulait pas être photographiée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint mon appareil photo, je l'ai mis dans le sac. Et à ce moment-là, elles se sont rapprochées plus que jamais. J'ai eu des parulines à côté de moi, à distance de à peine plus que mon bras. Et je bougeais pas, je profitais de la beauté de ces oiseaux, mais sans les prendre en photo. Ça a été un moment d'émotion intense. C'est pour ça que je vous dis, peu importe l'événement en soi, qui n'est certainement pas grand-chose vu de l'extérieur, mais moi je l'ai vécu comme quelque chose de très fort. Le lendemain, alors que toute la nuit avait été nuageuse, vers 6 heures du matin, le ciel se dégage et il est étoilé. Je me suis posé la question, on est samedi, il va y avoir plein de monde. C'est pas très amusant. D'un autre côté, il va y avoir une belle lumière. C'est en plein pic de migration. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose? J'ai hésité, mais j'y ai été. Et j'ai dû marcher parce que le parking, pourtant c'est un parking à l'américaine, était complet. Quand je suis arrivé, je ne sais plus, vers 7h, 7h30 du matin. J'ai dû garer ma voiture en ville, j'ai marché jusque-là, c'est pas très long. Et où aller? Sur le petit pont. C'est là qu'étaient les oiseaux hier. Ils y sont sans doute encore aujourd'hui. Mais impossible de l'atteindre. Il y a tellement de monde qu'il est inaccessible. C'est vraiment la foule pour voir les oiseaux, en particulier les parulines. J'aurais pu faire demi-tour et aller dans une autre réserve, voir les oiseaux sur le bord du lac par exemple. Mais j'ai insisté, et avec ma grande taille, j'ai vu qu'il y a un endroit où il n'y avait personne, et pour cause, j'étais juste à côté d'un arbre qui avait une petite clôture autour de lui pour protéger un nid de troglodytes de Caroline. Bon, j'ai pris des photos du troglodyte, c'est sûr, mais je n'avais pas de vue sur la rivière où il y avait les parulines. Et pourtant, j'y étais quand même. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Ça paraît pas très cohérent avec le recul. Après quelques minutes, j'ai une paruline à gorge orangée, d'où l'espèce 1000, qui est venue se poser sur une branche tellement près de moi que tous les gens autour de moi avec leurs gros appareils photo, leurs gros téléobjectifs, n'arrivaient pas à la prendre en photo. Il n'y a que moi qui suis arrivé. Parce qu'avec mon bridge, on peut dézoomer comme on veut, et donc on peut prendre des photos à courte distance. Ce sont les photos qui illustrent ma fiche, enfin une partie. J'ai aussi pris des photos de Colombie, etc. Bon, coup de chance. Sauf que, quelques minutes après, une autre paruline est venue également se mettre bien en vue pour moi. Et puis encore une autre. Et puis encore une autre. En fait, ça a été un festival. À l'époque, j'étais pas photographe comme maintenant, j'avais qu'une seule carte mémoire, et vers 11h du matin, eh bien, ma carte mémoire était pleine de parulines. J'ai pris plus de photos de parulines que dans toute ma vie. Il faut savoir que les individus que j'ai photographiés étaient les mêmes que ceux que j'ai vus la veille, qui étaient sur le petit pont. Comment est-ce que je peux en être sûr? Tout d'abord, avec cette pression d'observation, on savait parfaitement le nombre d'individus de chaque espèce. Or, ils n'avaient pas changé depuis la veille. Donc, il y a toute probabilité, c'était les mêmes. Deuxième élément, il a fait gris toute la nuit. Et en général, elle migre par beau temps. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les nombres identiques soient dus au hasard, que ce soit des oiseaux qui soient partis et d'autres soient revenus, mais on a toutes les raisons de penser que c'était les mêmes individus. Et l'impression que j'ai eue, c'est que ces oiseaux l'ont fait exprès. Alors,
je le caricature un peu, du genre, bon, hier on voulait pas de photos, t'as rangé ton appareil, très bien. Ben, tu voulais des photos, ben tiens, maintenant tu les auras. Mais rien que toi, parce que les autres n'ont pas envie d'être pris en photo. Et ces oiseaux se sont mis de telle manière que seul moi, dans une position pourtant très mauvaise à côté d'un tronc d'arbre, et puis prendre ces oiseaux qui sont venus de tout près. Évidemment, c'est arrivé qu'une seule fois, donc ça peut paraître une pure coïncidence, le coup de chance, etc. Mais j'ai toujours gardé à l'esprit cette petite expérience qui me fait penser que ce n'était peut-être pas du hasard. Comme je le dis souvent à mes groupes et dans mes classes, on n'a jamais démontré l'existence du hasard. On attribue au hasard tous les événements qui arrivent pour lesquels on n'est pas capable de prendre en compte tous les paramètres ou de les mesurer, etc. Mais il y a peut-être une relation de cause à effet, ou une relation dans les deux sens, je dirais de synchronicité entre ce que j'ai vécu et ce que les oiseaux m'ont fait. Alors, un des objectifs de mon encyclopédie holistique, ce serait de démontrer qu'il existe quelque chose, je ne dis pas quoi, j'ai peut-être des théories, mais c'est pas ça qui est intéressant, qu'il existe quelque chose de plus que le hasard, ou la chance. Et si j'arrivais à continuer à publier des oiseaux comme ça jusqu'à atteindre toutes les espèces, 10 000 et quelques, eh bien ce serait certainement une preuve que ces oiseaux ne se montrent pas que par hasard. Ça ne démontrerait pas encore pourquoi c'est arrivé. Ça démontrerait juste que nous nous trompons quant à nos relations avec les oiseaux et les animaux en général. C'est pas pour ça que je vais y arriver. Et si je n'y arrive pas, ça prouve pas que j'avais tort. Mais si j'y arrive, je pourrais prouver quelque chose. Alors, je vous ai dit qu'il y avait peut-être un lien avec le retard pour les fiches de 2018. Il est clair que ce que je fais est déjà théoriquement totalement impossible. Personne n'a jamais réussi à voir tous les oiseaux. Alors que dire de les prendre en photo? Et que dire quand on se met des limites liées à l'éthique? Je ne veux pas polluer comme un fou, je ne veux pas déranger les oiseaux, donc je ne les attire pas avec leur chant, je ne prends pas des hélicoptères pour aller d'un site à un autre, comme le fait, ou l'a fait en tout cas, la personne qui prétend avoir la plus longue liste d'observations au monde, qui s'appelle Tom, je vais pas donner son nom de famille et lui faire de la publicité, parce que j'aime pas du tout la façon dont il a fait son argent, puisqu'il l'a fait grâce à un tourisme de chasse en Espagne. Ah oui, c'est pas qu'il est spécialement chasseur, mais il a profité de l'argent des chasseurs pour faire de l'argent, donc pour faire beaucoup de bénéfices, et avec cet argent, il fait le tour du monde, il va voir, il commande des guides à l'avance, il va jusque sur les sites avec un hélicoptère si nécessaire pour gagner du temps, vite voir l'oiseau, et puis comme ça il peut passer au suivant. Et même comme ça, il a vu 9000 et quelques espèces, mais il n'a pas vu 10 000. Donc si moi, qui ne mets pas ses moyens, parce que je n'ai pas ces moyens de toute façon, même si je les avais, je ne les mettrais pas parce que je ne vais pas polluer comme ça, si j'arrive à faire autant ou mieux, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Et tout seul, en plus de faire toutes les observations, faire le site internet, en anglais, en français, etc., c'est juste impossible. Et donc en 2018, je n'ai pas tenu le coup tout seul. C'est normal. Mais les personnes ont vu que je me battais, que les fiches étaient intéressantes, et j'ai pu petit à petit rassembler une équipe de bénévoles, qui est encore insuffisante, mais qui est vraiment extraordinaire, parce que sinon j'aurais déjà arrêté. Donc je remercie tous les bénévoles. Alors il y en a qui sont venus, qui sont partis, etc. Mais je dirais les principaux, ils se reconnaîtront. Il y a Jérôme, il y a Marie-Laure, il y a Laurent, il y a Yves, il y a Elodie, il y a Marinella. Il y a aussi Rémi, qui est le seul anglophone de mon équipe. Il y a Françoise, qui est arrivée plus récemment, mais qui fait un gros boulot. Et donc, grâce à ces gens, j'arrive maintenant à publier toutes mes fiches dans les temps, et même à récupérer du retard. 2019 est parfaitement complet, et 2018, il ne reste plus qu'une dizaine de fiches à compléter. Et je voulais le faire absolument pour aujourd'hui. Mais quand ça veut bien, comme l'histoire des parulines au Canada, et quand ça veut pas, ça veut pas. Regardez un petit peu, je suis en Turquie, je suis tout seul, Marinella, avec qui je voyageais en Indonésie, a pu rentrer à la maison, donc on est un petit peu soulagé par rapport à toutes les restrictions liées à la crise et à la fermeture des frontières, etc., qui nous a posé beaucoup de problèmes. La Turquie est un pays tranquille, facile, pas cher, j'ai aucune difficulté ici. Donc j'ai travaillé beaucoup pour compléter les fiches, j'étais en rythme, tout était prévu pour terminer aujourd'hui. Et puis regardez, j'étais dans une petite ville d'Arabie, connue pour la migration des rapaces,
Et ça a bien commencé, j'ai fait des très belles photos, j'ai rencontré le Pouillot du Caucase, j'ai fait des belles photos de mouettes pygmées sur le bord de la mer Noire, j'ai fait des photos d'éperviers qui m'ont servi à l'affiche que je viens de publier il y a deux jours. Donc tout se présentait bien, en une journée. Premier jour, super. Sauf que le lendemain, le propriétaire de l'appartement que j'ai loué me dit « il faut que je parte ». Il dit qu'il est vraiment désolé, c'est son père qui fait une crise, ça n'a rien à voir avec moi, mais c'est dangereux pour moi que je reste parce que son père peut être violent. Effectivement, je l'ai croisé, il m'a menacé, il m'a parlé en turc, j'ai rien compris. Et le fils, le propriétaire, m'a insisté, il a dit c'est pas du tout ta faute, t'as rien fait, c'est lui qui fait, voilà, il est en problème, il est vieux, bon. Et donc il faut absolument que tu partes. Je dis mais je vais aller où tout ça? Je vais tout arranger. Il m'a trouvé un autre appartement que j'ai même pas payé, pendant 10 jours, gratuit, comme dédommagement. J'étais intégralement remboursé plus 10% du prix pour ma prochaine location, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de malhonnêteté. Sauf que je me suis retrouvé dans un endroit beaucoup moins intéressant. Et que, je l'ai appris après, oh ça ne m'aurait pas empêché d'aller, hein, la mère du propriétaire du deuxième établissement, où je n'ai pas payé, était atteinte du Covid-19. Et donc je vivais avec elle au quotidien, sans prendre de précautions particulières. Je ne suis pas pour la distanciation sociale et compagnie, et j'ai expliqué dans une vidéo précédente que le virus ne devrait pas m'affecter, puisque j'ai une immunité en laquelle j'ai confiance. Bon. Mais évidemment, ça m'a fait perdre du temps, il a fallu faire les bagages, déménager, trouver un nouvel... Enfin, ça a pris une journée de trouver le nouvel endroit, parce que le type a dû trouver quelque chose, etc. Enfin bon, une journée de perdu. Et puis rapidement, je me rends compte que le nouvel endroit, même s'il était prometteur, il n'y a pas beaucoup de migrateurs, les rapaces passent, mais ils sont très hauts, donc je ne peux pas prendre de photos. Les oiseaux locaux sont vraiment sans intérêt. À part l'ornithorynque, j'ai pris aucune photo intéressante. Donc je me suis organisé en nouvel appartement, ailleurs. Ben, ce qui a impliqué que passer des heures sur Internet pour trouver quelque chose, dans mes tarifs, qui a l'air intéressant, etc. C'est là que je suis en ce moment. Et je ne vais pas y rester longtemps parce que je suis en bordure de ville. C'était juste pour quelques espèces que je voulais être ici et pour résoudre quelques soucis techniques potentiels. On dirait que je sentais ce qui allait arriver. Et après, je vais dans la montagne. Bon. J'arrive ici, panne d'ordinateur. Un nouvel ordinateur que j'ai depuis 2 mois. Bon, j'ai été le maître technicien. Apparemment, c'est juste en crash du disque dur. Il fallait juste le reformater. Ce qui a impliqué de faire une copie de toutes les données, etc. Donc 24 heures de perdu. Et là, avec ça, je me suis dit, à mon avis, je ne vais pas arriver à faire toutes mes fiches. Et quand je reçois l'ordinateur de retour, il y a des problèmes. Le même problème que j'avais avec le précédent, il n'y avait pas de son. Bon, là, c'était une erreur de technicien, il y avait un câble qui était mal rebranché. Donc je suis retourné, j'étais sûr que c'était ça, parce qu'il y avait d'autres petits soucis qui m'indiquaient que c'était un câble mal branché. Et donc, il a repris l'ordinateur, il l'a réparé, il a trouvé son erreur, pas de problème. Sauf qu'avec le temps perdu, c'était quasiment foutu. Je reviens avec l'ordinateur qui fonctionne enfin. J'ai une poussée de fièvre tout à fait inhabituelle pour moi. Je me suis senti pas bien. J'avais des difficultés à respirer. Bon. Je ne vais pas aller faire un test pour confirmer ce que c'est, mais étant donné que c'est 4 jours après avoir quitté une maison où la personne avec laquelle je partageais ma vie quotidienne avait le Covid-19, je vous laisse imaginer ce que j'ai eu. Alors, c'est pas très grave. C'est ce que disaient d'ailleurs les spécialistes tout au début, avant qu'on en fasse un problème planétaire. C'est une petite grippe. Ouais, une petite grippe qui a duré 24 heures en ce qui me concerne. Et je suis voilà déjà retapé. Mais ça me montre 2 choses. Ou peut-être même plus. De 1, si je veux arriver à faire cette encyclopédie, je dois lâcher prise. C'est exactement ce qui s'est passé avec les oiseaux le vendredi soir, lorsque j'ai dit je vais ranger mon appareil, c'est pas le moment, elles veulent pas, quand je dis elles c'est les parulines ou ils les oiseaux, c'est pas le moment, je le fais pas. Lâcher prise. Le lendemain, je m'attendais pas du tout à prendre sous cette photo, mais j'ai été récompensé entre les guillemets. Ici c'est un peu le contraire. J'étais vraiment à la limite de compléter mes fiches, j'ai travaillé un peu comme un fou. Est-ce que c'était vraiment si important finalement? Les fiches elles sont là, d'accord, il y a des fiches qui manquent des photos ou les textes sont pas complets. Bon ben on s'en remettra, ce sera fait au fur et à mesure. Je me suis absolument accroché à faire ça, mais ça voulait pas. Et je devrais peut-être lâcher prise et me dire, c'est pas grave, on va le faire au rythme qu'il faut. Si je dois y arriver, j'y arriverai.
sans forcer et sans travailler comme un fou. Ça montre aussi autre chose. Ma vidéo de 2020 qui a le plus de succès, c'est quand même celle qui parle de virus. Est-ce que c'est pas un solide rappel en ce qui me concerne que je dois continuer à informer les gens que c'est quand même un sujet plus urgent que les oiseaux? Ça ne veut pas dire que j'arrête ce que je fais avec les oiseaux, mais que je dois profiter de mon audience qui augmente considérablement, je vais vous montrer tout de suite, pour partager des messages qui sont peut-être bien plus importants que la vie des parulines. Et donc voilà, je prends ça comme un raté, bien sûr, mais comme un rappel de ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est, à mon avis, continuer, mais en gardant mon approche la plus holistique possible. Pourquoi j'utilise ce terme de holistique? Eh bien, au lieu de vous faire une longue explication théorique, je vais vous montrer quelque chose. Je me suis toujours intéressé aux oiseaux de façon assez limitative. Tout au début, je ne m'intéressais absolument pas aux autres animaux, aux plantes, etc. Et dans les cercles type naturaliste, je me sentais un peu comme un cheveu dans la soupe. Tout le monde qui s'émerveillait devant une orchidée alors que je ne voyais même pas la différence avec une autre fleur. C'était vraiment oiseau. Et pourtant, je sentais que j'avais tort. Je sentais qu'il fallait s'intéresser à quelque chose de plus large. Mais j'avais peut-être besoin, pendant un moment, de me spécialiser, d'avancer dans mes compétences ornithologiques. Peu importe, de toute façon, ce qui est fait est fait. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que comprendre les oiseaux sans comprendre ce qu'il y a autour, c'est quand même difficile. Et j'ai eu une baffe de ce côté-là, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, je crois, où il y a eu une petite crise de grippe aviaire. Les gens me posaient des questions sur la grippe aviaire, et j'étais incapable de répondre. Ils disaient, mais t'es ornithologue pourtant. Bah oui, mais je suis pas épidémiologiste, je suis pas virologue. Mais tant que les oiseaux n'étaient pas directement affectés, les oiseaux sauvages, les élevages bien sûr, mais à la limite, j'étais pas concerné. Enfin, je le croyais. Mais rapidement, quand j'ai vu que dans certaines régions, on tuait même les oiseaux sauvages pour limiter la propagation de la grippe, je me suis dit, attendez, là, il y a un truc qui va pas. Mais j'avais pas d'argument. Je n'y connaissais rien. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'élargir mon esprit et de m'intéresser à des choses qui sont peut-être pas si ornithologiques, mais qui sont liées. Mais qu'est-ce qui n'est pas lié, en fait? Vous allez voir qu'on peut aller très loin. J'ai compris, par exemple, que la grippe aviaire est un virus qui existe depuis des millions d'années. Sans doute, peut-être même plus. Peut-être des dizaines, voire plus de 100 millions d'années. Et il ne tue pas les oiseaux. Les oiseaux, ils se sont bien portés depuis des millions d'années avec la grippe aviaire, sans être affectés. Mais il vit où alors ce virus? Il vit dans les oiseaux. Bien sûr. Mais le virus n'est pas une maladie. Le virus est un habitant du corps des oiseaux, comme un habitant du corps des humains, pour ce qui est des virus des humains, tout comme des bactéries. Nous avons des millions, en fait on a des milliers d'espèces. Il faut encore voir ce qu'on entend par espèce au niveau des microbes, mais on a des milliers de types différents de bactéries et de virus en nous, de milliards d'individus, et on vit très bien avec eux. Il y en a même qui sont totalement essentiels à notre vie. Et là, pourquoi tout d'un coup la grippe aviaire est devenue un problème? Parce que la grippe aviaire, comme tout virus en fait, n'est pas le problème en soi. Il devient un problème à cause d'autre chose. Je m'explique. Si vous avez une route, les gens circulent, il n'y a pas de problème. Et cette route est bordée de platanes. Mais si cette route est juste après un bistrot ou une boîte de nuit où les gens se saoulent, il va y avoir une augmentation du nombre d'accidents. Des gens qui vont se prendre les platanes. Mais est-ce que les platanes sont en faute? Bien sûr, s'il n'y avait pas les platanes, il n'y aurait peut-être pas eu ce crash. Soit il y aurait eu un autre arbre, un cerisier par exemple, qui aurait pu aussi tuer les gens. Soit il n'y avait pas d'arbre, d'accord? Et puis les gens auraient peut-être fait une embardée dans un champ et ne seraient peut-être pas morts. Mais est-ce qu'on peut dire que les gens sont morts à cause du platane? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Les virus, c'est comme les platanes le long d'une route. Ils ne sont pas le problème. Mais ils peuvent devenir un problème dans certaines circonstances. Par exemple, si les conducteurs perdent le contrôle du véhicule ou roulent complètement sous. Mais ce n'est pas la faute au platane, c'est la faute au conducteur qui est sous. C'est la même chose avec les virus. Tant que les écosystèmes sont sains et que les oiseaux ont à manger,
Eh bien, la grippe aviaire ne tue aucun oiseau. Mais, si dans certaines circonstances, les oiseaux sont affamés, ils ne trouvent pas de bonne nourriture, alors ils peuvent tomber malades avec la grippe aviaire ou une autre maladie et mourir. Mais ce mécanisme, c'est un mécanisme qui aide les écosystèmes, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la surpopulation. Mais c'est une erreur d'accuser le virus. Ce n'est pas la cause du problème. Bon. Ayant compris ça, j'ai bien vu ce qui s'est passé avec la grippe aviaire. Ce qui a fait que cette maladie s'est tout d'un coup développée, c'est à cause des élevages, où les élevages, les oiseaux sont mal nourris. On leur donne de la malbouffe, il faut de la bouffe bon marché pour que ce soit rentable. Et en plus, il n'y a pas que la nourriture qui permet une bonne immunité, c'est l'essentiel, mais il faut aussi que les animaux puissent se bouger, on sait bien que faire des exercices physiques, bien respirer, tout ça, c'est important. Mais les oiseaux dans des petites cages, comment est-ce qu'ils font des exercices physiques? Et dans une puanteur, dans un élevage où il y a je ne sais pas combien de milliers d'oiseaux, surtout dans des élevages fermés, comment voulez-vous qu'ils respirent bien? Donc, on les met dans des conditions qui ne leur permettent pas d'avoir une bonne immunité, et alors les maladies peuvent se développer. C'est-à-dire que les virus, les bactéries peuvent devenir des maladies alors qu'elles n'en étaient pas, à cause de ces circonstances. Comme les platanes ne posent aucun problème quand les conducteurs ne boivent pas. Mais quand ils boivent, là, bon. Sauf que là, les poulets, évidemment, ils n'en peuvent rien. C'est de la faute des humains. Alors, au lieu de comprendre ça et de changer de méthode de production alimentaire, qu'est-ce que font les humains? Ils inventent des vaccins, des antibiotiques et toutes sortes de produits. Mais chaque vaccin, chaque antibiotique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger contre un virus ou une bactérie. Mais pas contre toutes. Et l'immunité étant faible, quand ce n'est pas un qui va affecter, c'est un autre. Donc on ne fait chaque fois que décaler le problème. On a peut-être trouvé une solution pour telle maladie, mais la suivante viendra décimer les animaux aussi. Et c'est donc grâce à cette grippe aviaire que j'ai compris que nous avions une approche de la santé qui était complètement fausse. Rapidement, je me suis dit que c'était la même chose pour les humains, bien sûr. Sauf que je n'ai pas de compétences particulières là-dedans. J'ai juste mon bon sens d'observateur de la nature, sans plus. Je suis en bonne santé depuis longtemps, et je me suis toujours dit que ça avait un rapport avec mon mode de vie. Je vais en Afrique, ça fait depuis 2002 que j'ai plus de malaria, alors que je suis piqué par les mêmes moustiques que mes collègues, que mes élèves, que mes clients, parfois qu'une petite amie, on est dans la même moustiquaire, on est piqués tous les deux, elle fait le palu et pas moi. Est-ce que c'est vraiment du hasard? Est-ce que c'est vraiment de la chance? Et il a fallu attendre 2013, vous voyez, c'est tout récent, pour que des docteurs africains m'expliquent et expliquent à mon équipe, parce que j'avais une agence en Ouganda, et j'avais donc des employés, qui étaient malades, qui faisaient des malarias chaque année, qu'ils leur expliquent que c'était une question de mode de vie, en particulier d'alimentation. Alors tout le monde dit, non, la malaria, ça vient des moustiques, c'est une bactérie transmise par les moustiques. Et oui, mais vous l'avez tous, c'est pas la question. Vous avez tous la bactérie en vous quand vous vivez en Afrique. La question, c'est pas savoir si vous l'avez ou pas, la question est de savoir si vous en faites une maladie ou pas. Là, j'ai fait le lien, évidemment, avec la grippe aviaire. Et il a proposé aux gens de mon équipe, il a dit, vous me croyez ou pas, mais essayez. Essayez, mangez comme lui. Vous mangez principalement des fruits et légumes, vous limitez les produits animaux ou vous les arrêtez, vous mangez une grande partie de vos légumes et vos fruits crus, faut pas tout cuire pour pas détruire une partie des nutriments, et vous fumez pas évidemment, vous buvez pas de boissons sucrées pétillantes que je nommerai pas, etc. Bon, pas la peine de dire aux Africains qu'il faut faire du sport, ils font de la marche tous les jours pour aller au travail, pour aller au champ, etc. En tout cas, dans la région où je vivais, c'est encore une vie suffisamment traditionnelle. Respirer, pas de problème, c'est pas pollué. Bio, dans la région, c'était encore en grande partie bio, tout ce qu'on mangeait au restaurant, etc. Donc c'était vraiment le type d'alimentation. Surtout supprimer la nourriture animale, supprimer la nourriture, tout ce qui est junk food, malbouffe, sucré, etc. Et vous allez voir. Ceux qui l'ont fait, ils font plus de malaria, c'est depuis 2014 en fait, puisque j'ai rencontré les médecins en 2013, mais ils ont rencontré mon équipe en 2014, depuis 2014, ceux qui ont changé d'alimentation ne font plus de malaria. C'est aussi simple que ça. Évidemment, pour démontrer ça et que ce soit publié dans une revue scientifique, c'est une étude qui est très compliquée parce qu'il faudrait comparer une population témoin avec une population qui aurait
le même mode de vie, je veux dire, par rapport au climat, au contact avec les moustiques, etc., mais qui aurait une alimentation différente. Ça demanderait beaucoup de moyens de mettre en place, beaucoup de contrôle pour être sûr que les gens racontent pas de choses un peu tronquées, disent ouais j'ai fait le régime mais en fait ils l'ont pas fait parce que c'était un peu difficile, etc. Donc beaucoup de moyens. Et qui va mettre ces moyens? Toutes les études médicales sont faites par les labos. Est-ce que vous voyez vraiment qu'un labo va mettre en place une étude qui va lui coûter des millions et qui va démontrer qu'on n'a pas besoin de médicaments? Vous savez bien que non. Et donc, ce genre d'information qui est connue de certains médecins, eh bien, elle a du mal à avancer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de lobbying contre, évidemment, pour préserver le bénéfice des laboratoires. Et vous voyez, je suis parti des oiseaux, et je suis en train de vous parler de mode de vie et de médecine. Eh bien, voilà d'où vient le mot holistique. Je pense que n'importe quelle science peut être une porte d'entrée pour s'intéresser à la réalité. Mais que cette science n'a d'intérêt que si elle est effectivement une porte d'entrée qui permet d'aller voir la réalité globalement dans son ensemble. Et alors d'avoir la réponse aux questions que l'on se pose. Et c'est exactement ce que je vais faire avec l'encyclopédie holistique, des oiseaux. Pourquoi des oiseaux? Je ne parle pas que d'oiseaux, mais c'est la porte d'entrée, c'est le fil conducteur. Et j'espère toujours observer les oiseaux jusqu'à mon dernier jour de vie et utiliser ces observations, les observations des oiseaux dans leurs écosystèmes, etc., pour améliorer mes compétences, ma compréhension du monde vivant. Mais ne pas se limiter à ce qui est strictement ornithologique, et observer les oiseaux ouvre toutes sortes de questionnements sur tous les sujets en fait. Le plus important, sans doute, c'est notre relation à la nature, notre mode de vie, et la façon dont on exploite les ressources, etc., ce qui implique notre santé ou pas, ce qui implique un avenir pour la biodiversité ou pas, un avenir pour l'humanité ou pas. Ce sont des sujets qui sont très profonds, mais qui peuvent s'aborder comme porte d'entrée avec les oiseaux, ou pour n'importe quelle autre classe animale, avec les plantes, avec la médecine. Moi, j'ai travaillé avec des médecins ensuite. Ayant compris tout ça, j'ai rencontré un médecin philippin qui s'appelle Romy Paredes, vous pouvez voir ses travaux en ligne, il est très actif, qui dit la même chose que les médecins africains avec qui j'ai travaillé. Mais lui, c'est pareil. S'il s'en tient à la médecine, il ne va pas s'en sortir. Et c'est une des choses qu'on a pu partager quand j'ai travaillé avec lui, c'est que je lui ai dit, bah oui, mais tu as raison. Il dit la même chose que les Ougandais. Hein. Il faut manger bio, végétalien, un maximum de cru, pas de boissons sucrées, etc. Il dit exactement la même chose. Puis bien respirer, faire du yoga, de la méditation, etc. Il donne d'ailleurs des cours de yoga et tout ça. On est d'accord, mais je lui dis, mais tu peux pas faire ça sans t'intéresser à l'état de la nature. Comment tu vas donner de la nourriture saine et bio à tes gens si tout est pollué? Vous voyez? Et c'est pareil. Et donc on ne peut pas parler de santé ni d'ornithologie sans parler de mode de production agricole, de pesticides, enfin... Vous voyez, tout est lié. Et ça, c'est vraiment mon objectif, c'est d'utiliser les oiseaux et le fait que je connaisse mieux les oiseaux que n'importe quoi d'autre sur la planète pour essayer de comprendre le mieux possible le monde dans lequel on vit et la façon dont nous nous comportons, nous humains, pour faire passer un message qui peut ouvrir les yeux des gens sur des erreurs que nous faisons, que nous pouvons corriger, ou des solutions que, généralement, la presse ne montre pas, parce que c'est pas son intérêt, ou parce que les journalistes ne sont pas au courant, et parce que personne ne veut qu'ils soient au courant. Y compris des solutions pour la crise sanitaire que nous vivons, et qui sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. J'en ai déjà parlé, mais tout ce que j'ai dit dans la précédente, c'est largement confirmé, et donc je vais pouvoir aller plus loin, et vous dire un petit peu à l'avance, comme d'habitude, ce qui va se passer, et quelles sont les marges de manœuvre que nous avons. Voilà, je pense que vous avez bien compris la notion de holistique, comme je l'entends en tout cas, et pourquoi j'utilise ce terme. Je vais terminer cette vidéo ici, et je ferai une troisième partie qui vous parlera des objectifs concrets. J'ai promis d'autres formations, j'ai promis de nouveaux articles, je vais faire un petit peu le programme des mois et des années qui viennent, alors qu'on sait bien que ce programme peut être parfaitement chamboulé. J'ai donné des exemples déjà hier, j'en rajoute une, je voulais faire une vidéo, voilà que j'en fais 3, et en fait, quand j'ai perdu une partie de mon travail, j'ai plus vraiment eu le choix, encore une fois. Et à propos de changement de programme, pour hier, pour la 1000e, j'avais prévu de faire une sortie en mer, en pelagic trip, comme disent les Anglais, pour aller voir les oiseaux donc pélagiques, les oiseaux marins.
au Cap, en Afrique du Sud. J'avais fait ça en août 2006, hein, ça fait 14 ans quand même. J'avais vu un record de nombre d'albatros pour cette activité que les Sud-Africains font de l'ordre de toutes les semaines, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. On avait vu 7 espèces d'albatros. Et je me suis dit que retourner sur les lieux, sachant que la chance de revoir cette espèce était faible, 14 ans après, pour fêter la 1000e espèce, ça aurait été bien. Et bien sûr, je n'aurais pas été en Afrique du Sud exprès, comme je l'explique. J'essaye de faire un maximum d'observations pour un minimum de déplacements. Mais j'étais invité par un ami qui est basé en Angola pour aller faire de la formation de guide. L'Angola est très compliqué pour les visas, je n'allais pas pouvoir rester très longtemps, au maximum 3 mois, et donc je voulais prolonger mon séjour en Afrique, par exemple juin, juillet, août, jusqu'à mi-septembre, donc 3 mois en Angola, et puis j'aurais été en Afrique du Sud, par exemple 2 mois, et puis de là j'aurais volé sur Madagascar pour profiter de cette île en novembre, qui est la meilleure époque de l'année pour la visiter, et voilà, ça aurait été un très beau programme, avec relativement peu de déplacements, pour beaucoup d'observations. Évidemment, la crise du Covid a tout changé, toutes ces frontières sont fermées, et me voilà en Turquie, et à faire une vidéo dans une chambre, au lieu de faire des observations d'albatros. Et donc, la clé, c'est de l'accepter, je peux vraiment pas me plaindre, encore une fois, hein, je suis en bonne santé, je compte bien le rester, je fais beaucoup d'observations, mais peut-être qu'il y a quand même des suites possibles, je vais aller dans d'autres pays après la Turquie, et je vous parle de tout ça dans la prochaine vidéo, vraisemblablement demain. Merci à tous pour votre fidélité et votre attention, et je vous dis à bientôt.